Dans une série d'émissions consacrées aux témoins de la conscience française, Pierre Cipriot présente le classicisme et Boileau. Aujourd'hui, le mot classique étant tel honneur, on le charge d'un tel sens que peu s'en faut qu'on appelle classique toute œuvre grande et belle. Pour limiter cette extension abusive, il n'est que de recourir à l'histoire et rechercher à travers le corps de doctrines littéraires qui formèrent la grande génération classique de 1660 les préceptes fondamentaux du classicisme. Sans doute, il est inexact de parler de préceptes pour des écrivains aussi personnels, aussi individualisés que Molière ou Racine. Le vrai classicisme n'est pas le résultat d'une contrainte. Une contrainte reste toujours extérieure, artificielle, et ne produit que des œuvres académiques plutôt que de contraintes. Il convient de parler de contrôle, et non pas d'un contrôle qui s'exerce par-dessus l'épaule de l'écrivain, comme s'il devait rendre compte de son œuvre à quelque argus impitoyable, mais un contrôle de soi à soi, une attitude critique devant son œuvre, par laquelle l'écrivain, cessant de s'abandonner à son instinct, cherche à découvrir les lois obscures de la création de la beauté, pour tirer de cette attitude une série de préceptes dont le but est l'infaillibilité dans la production artistique. Tous les grands écrivains classiques ont été étonnamment lucides sur eux-mêmes. Relisez les préfaces de Corneille, celles de Racine. Il n'est pas d'analyse, de critique qui épuise mieux leurs œuvres que celles-là même qu'ils nous ont données. En ce sens, le premier grand classique fut Malherbe, lorsque soumettant au contrôle conscient de la pensée le vagabondage lyrique de la Pléiade, il soumit avec une minutie impitoyable l'inspiration poétique à des règles de raison et de rigueur, dont Boileau suivra ensuite l'exemple. Ce génie classique, sans cesse conforme au bon goût et à la raison, ces préceptes essentiels de la littérature du XVIIe siècle ont reçu leur plus sûre expression justement dans l'œuvre de Boileau que nous allons présenter dans cette émission comme étant l'effigie même de l'art classique. De relire Boileau d'un bout à l'autre, et je sors de cette lecture persuadé qu'il n'est pas d'homme ni d'auteur qui soit aujourd'hui plus méconnu que lui, d'œuvre qui soit plus incomprise que la sienne. À force de l'avoir imposé dans les écoles, déformé par des commentaires de pédants, d'avoir fait croire qu'il représentait les règles ou la règle, seriner certains de ses vers comme si c'était des maximes imperturbables ou des dogmes, on a fait dans les écrivains les plus vivants, les plus importants, les plus révolutionnaires de son époque, je ne sais quel morne magistère, étriqué, péremptoire, prud'homesque et roide, une espèce de pédant de la critique et de la poésie. On a même tenté d'en faire un provincial, et pourtant, c'était un Parisien de vieille famille bourgeoise, allié aux Amelot, allié eux-mêmes aux Rohan-Soubise, de cette bourgeoisie qui avait des prétentions, plus ou moins justifiées mais significatives, à la noblesse. Noblesse d'Europe qui lui faisait réclamer pour ancêtre un Jean Boileau, secrétaire du roi Charles V, anobli en 1371, et lui permis de porter arme de gueule à un chevron d'argent, accompagné de 3 molettes d'or. Tous ses parents étaient gens de justice, son père, greffier de la grande chambre du Parlement. Boileau a du Parisien né, d'ailleurs, l'amour de Paris, la grande ville, et des préjugés contre la province, le cadre de ses poésies, ses Paris, ses rues, ses rumeurs. Il a du Parisien encore l'humeur satirique et mordante, ce caractère mordant et railleur, tous l'avaient d'ailleurs dans la famille. Son frère aîné Gilles, avocat et poète, redouté pour ses épigrammes, adversaire de ménage et du Jacques Caron, mais protégé par Chapelain, qui fut de l'Académie française à 28 ans et 25 ans avant Boileau. L'un de ses autres frères, l'abbé Boileau, chanoine de la Sainte-Chapelle, effrontément caustique, qui fit scandale par ses ouvrages latins. Les Boileau étaient aussi malicieux que les Mortemart, et Boileau fut aussi railleur en son genre que le fut à la cour la belle Montespan. Chapelain, qui ne l'aimait pas, et pour cause, le traita un jour de chien enragé. Et il est bien vrai qu'il y avait dans Boileau, surtout en Boileau jeune, un appétit canin de déchirer et de mordre. Ajoutez à cela un amour, une passion de la chose littéraire que personne, peut-être,
dans notre littérature, sauf Flaubert, ne posséda au même degré. Après de solides études au collège d'Harcourt et au collège de Beauvais, il fit son droit pour plaire à son père, mais il ne plaida point, et il étudia la théologie. La Sainte-Chapelle n'était-elle pas voisine de sa maison? Mais il ne voulut point être d'église. Le goût des vers était son entêtement. Son père mort, possesseur à 20 ans d'une petite fortune, il s'abandonna alors à sa vocation et il entra, avec la belle cruauté de la jeunesse, dans la littérature en publiant des satires. Des satires plus méchantes que spirituelles, a dit un bon juge, mais assez spirituelles et assez méchantes pour avoir un succès prodigieux et lui faire beaucoup d'ennemis. Tous les jours, à la cour, un sot de qualité peut juger de travers avec impunité. À Malherbe, à Racan, préférait Théophile, et le clinquant du Tasse à tout l'or de Virgile. Un clerc, pour 15 sous, sans craindre le holà, peut aller au parterre attaquer Attila. Et si le roi des Huns ne lui charme l'oreille, traiter de Visigoth tous les vers de Corneille. Il n'est valet d'auteur, ni copiste à Paris, qui, la balance en main, ne pèse les écrits dès que l'impression fait éclore un poète. Il est né esclave, de quiconque l'achète. Il se soumet lui-même aux caprices d'autrui, et ses écrits tout seuls doivent parler pour lui. Un auteur ajoute dans une humble préface, au lecteur qui l'ennuie a beau demander grâce, il ne gagnera rien sur ce juge irrité qui lui fait son procès de pleine autorité. Et je serai le seul qui ne pourrait rien dire. On sera ridicule et je n'oserai rire. Et qu'on produit mes vers de si pernicieux, pour armer contre moi tant d'auteurs furieux, loin de les décrier, je les ai fait paraître, et souvent, sans ces vers qui les ont fait connaître, leur talent dans l'oubli demeurera caché, et qui serait sans moi que Cotin a prêché. La satire ne sert qu'à rendre un fat illustre. C'est une ombre au tableau qui lui donne du lustre. En les blâmant enfin, j'ai dit ce que j'en crois, et tel qui m'en reprend en pense autant que moi. Il a tort, dira l'un, pourquoi faut-il qu'il nomme attaquer Chaplin? Oh, c'est un si bonhomme. Balzac en fait l'éloge en 133 divers. Il est vrai s'il m'eût cru qu'il n'eût point fait de vers. Il se tue à rimer, que n'écrit qu'il en prose. Voilà ce que l'on dit. Et que dis-je autre chose? En blâmant ses écrits, ai-je d'un style affreux distillé sur sa vie un venin dangereux? M'amuse en l'attaquant, charitable et discrète, c'est de l'homme d'honneur distinguer le poète, qu'on vante en lui la foi, l'honneur, la probité, qu'on brise sa candeur et sa civilité, qu'il soit doux, complaisant, officieux, sincère, on le veut, j'y souscris, et suis prêt de me taire. Mais que pour un modèle on montre ses écrits, qu'il soit le mieux renté de tous les beaux esprits, comme roi des auteurs qu'on l'élève à l'empire, ma bile alors s'échauffe et je brûle d'écrire. Et s'il ne m'est permis de le dire au papier, j'irai creuser la terre. Et comme ce barbier faire dire au roseau par un nouvel organe, Midas, le roi Midas a des oreilles d'âne. Ainsi, d'entrée en jeu, Boileau s'en donne à cœur joie. Contre qui? Contre qui part-il en guerre? Contre les écrivains régnants de la génération précédente, dont il distingue d'un coup d'œil infaillible les défauts et les ridicules. Contre les précieux et les burlesques, les turlupins et les pédants et les truands de lettres, contre les faiseurs de romans romanesques, contre les précieux d'abord et les traînards de l'hôtel de Rambouillet, Boileau s'en prend énergiquement à l'abus de l'esprit, à la recherche de l'originalité superficielle et purement formelle des auteurs de madrigaux, des sonnets, de rondeaux, d'élégies, de tragédies, qui, tarabiscotant leur style en pointes et calembours, croyaient s'abaisser s'ils pensaient ce qu'un autre a pu penser comme eux.
Boileau en veut aux amusements d'équivoques qu'il compare à des collets montés, à des vertugadins, et qu'il fustige comme tous les écrivains, quels qu'ils soient, qu'ils s'appellent Guimbaud et même Voiture, qu'ils se nomment Théophile, Rotrou et même Corneille, qu'ils aient nom Cotin, le Trissotin de Molière, Bonne-Corse, voire et surtout Quinault. Quinault qui régnait alors sur le théâtre par ses tragédies et ses opéras. Invité à un opéra de ce poète et de Lully, Boileau, comte Voltaire, aurait dit au placeur « Mon Dieu, monsieur, placez-moi dans un lieu où j'en n'entende que la musique. » Et l'on connaît les vers célèbres du satirique. Si je pense parler d'un auteur sans défaut, la raison dit Virgile et la rime Quinault. Contre les burlesques, Boileau est encore plus féroce. Il aborde Scarron, Dassoucy, le pays, celui qu'il appelait le singe de Voiture parce qu'il aborde les festons et les astragales. Et il ne craint point de railler Théophile, Saint-Amand, qui ont des côtés de vrais poètes, mais l'imagination fâcheusement empoulée. Saint-Amand qui n'hésite pas à peindre des poissons ébahis regardant les Hébreux passer la mer Rouge. Boileau s'acharne contre les pédants, contre Ménage, ce même Ménage que Molière ridiculise dans Les Femmes savantes, sous les traits de Vadius, et qui, fort savant, du reste et même érudit, ne pouvait se retenir de montrer son savoir, même dans des madrigaux, et de soupirer non seulement en français, mais en italien, en espagnol, en latin et en grec. Un Ménage incapable de s'exprimer sans pointe et fidèle à sa pointe encore plus qu'à ses belles. Boileau s'acharne aussi contre Chapelain, le directeur des lettres de cette époque, écrivain officiel et grand maître des pensions. Aux yeux de Boileau, Chapelain est un bonhomme, certes, mais que pour un modèle on montre ses écrits, qu'il soit le mieux renté de tous les beaux esprits, comme roi des auteurs qu'on l'élève à l'Empire, ma bile alors s'échauffe et je brûle, et s'il ne m'est permis de le dire au papier, j'irai creuser la terre. Et comme ce barbier fait dire au morceau par un nouvel organe, Midas, le roi Midas, a des oreilles d'âne. Notons en passant qu'il fallait du courage et de la témérité de la jeunesse pour s'en prendre ainsi à Chapelain, dont l'épopée en 24 chants, dont 12 furent publiés, la Pucelle, n'était point sans beauté. Mais c'était hélas aussi une œuvre ennuyeuse et qui attira de nombreuses épigrammes, entre autres celle-ci de Saint-Pavin, que je ne me retiens pas de citer. Je vous dirai sincèrement mon sentiment sur la Pucelle. L'art et la grâce naturelle s'y rencontrent également. Elle s'explique fortement, ne dit jamais de bagatelle et toute sa conduite est telle qu'il faut la louer hautement. Elle est pompeuse, elle est parée, sa beauté sera déclarée, son éclat ne peut qu'éblouir, mais enfin, quoi qu'elle soit belle, rarement on ira chez elle quand on voudra souffrir. Boileau enfin s'acharne contre les romans engoncés et fades de Mademoiselle de Scudéry et de la Calprenède, dont les héros ne savent que bénir leurs martyrs et faire quereller les sens et la raison. Mais ce qu'il faut souligner, c'est non point seulement qu'il s'attaque avec une rare justesse au ridicule littéraire de son temps, c'est encore qu'il le fait avec la fougue violente et meurtrière d'un critique qui nomme un chat et relaie un fripon. C'est aussi qu'il le fait au nom d'un juste goût et de justes sentiments, qui ne sont rien moins que le goût de la raison et de la mesure, l'amour de la clarté, l'amour de la vérité, l'amour du naturel et de la nature. C'est une grave erreur et qui ne résiste point à l'examen des dates ni des faits, de croire que Boileau a été le créateur de l'école de 1660. Mais c'est une vérité qui l'honore et le situe très haut, de constater son lucide accord avec les grands écrivains de cette époque, les Molière, les La Fontaine, les Racine. Écoutons son bel éloge funèbre de Molière. Avant qu'un peu de terre obtenue par prière, pour jamais sous la tombe eût enfermé Molière, 1000 de ces beaux traits, aujourd'hui si vantés, furent des sots esprits à nos yeux rebutés. L'ignorance et l'erreur à ces naissantes pièces, son habit de marquis en robe de comtesse venait pour diffamer son chef-d'œuvre nouveau. Il secouait la tête à l'endroit le plus beau. Le commandeur voulait la scène plus exacte. Le vicomte indigné sortait au second acte. L'un, défenseur zélé des bigots mis en jeu, pour prix de ses bons mots, le condamnait au feu. L'autre, fougueux marquis, lui déclarant la guerre, voulait venger la cour immolée au parterre. Mais, sitôt que d'un trait de ses fatales mains, la part lui rayé du nombre des humains, on reconnut le prix de sa muse éclipsée. L'aimable comédie avec lui terrassée, en vain d'un coup si rude espéra revenir, et sur ses brodequins ne put plus se tenir.
doute la légende est fausse des quatre amis, Molière, La Fontaine, Racine, Boileau. Si par amis, l'on entend de familières et sentimentales et personnelles habitudes, et si l'on a démontré qu'il faut mettre d'autres noms que ceux des quatre amis, sous les personnages de Psyché. Mais si on entend par amitié l'affinité littéraire, la pleine concordance des goûts et des principes, la claire vision du but à atteindre, le nom de Boileau demeure comme une glorieuse étiquette à ceux de La Fontaine, de Molière, de Racine. Avec Boileau est née une critique qui ne s'est point trompée et qui a su ce qui est, je crois, unique, louer ou blâmer, encourager ou pourfendre ceux qui méritaient de l'être. Voici le bel éloge de Racine. Que tu sais bien, Racine, à l'aide d'un acteur, émouvoir, étonner, ravir un spectateur. Jamais Iphigénie en Olée d'Immolée n'a coûté tant de pleurs à la Grèce assemblée que dans l'heureux spectacle à nos yeux étalé, on a fait sous son nom verser la champmêlée. Ne crois pas toutefois, par tes savants ouvrages, entraînant tous les cœurs, gagner tous les suffrages. Sitôt que d'Apollon un génie inspiré trouve loin du vulgaire un chemin ignoré, en 100 lieues, contre lui, les cabales s'amassent. Ses rivaux obscurcis autour de lui croassent, et son trop de lumière importunant les yeux, de ses propres amis lui fait des envieux. La mort seule ici-bas, en terminant sa vie, peut calmer sur son nom l'injustice et l'envie, faire au poids du bon sens peser tous ses écrits, et donner à ses vers leur légitime prix. Boileau, a dit Faguet, avait le respect de sa vocation et de son art. On a vécu sur lui 150 ans, un siècle, et quel siècle n'a pas eu besoin d'une législation plus large que celle qu'il avait tracée. Chénier lui-même l'accepte. Sans doute, je n'ignore point ce qu'on a dit contre Boileau. Sans doute il a méconnu le Moyen-Âge, mais ce point excepté, je vois en lui un critique qui a su rendre hommage à Villon, à Malherbe, qui n'a point parlé faussement de Ronsard, quoi qu'on dise, et qui, dans le vieux Corneille, a distingué le meilleur du pire. Osons le dire, Boileau est notre plus grand critique et un grand écrivain. Les régents ont déformé sa figure, ils en ont fait le pédagogue du génie français. Boileau, par la faute même de ses turiféraires, un abbé Batou, un Larpe, un Donou, s'est trouvé mis en posture d'encourager sur les bancs de l'école l'artifice, les colifichets, la fausse élégance et la vaine rhétorique, bref, ce dont il avait horreur. Les romantiques, à l'exception de Sainte-Beuve, ne l'ont point compris. Il est pourtant, comme l'ont vu Banville et Thibaudet, l'un des grands écrivains dont le génie, mais oui, le génie, s'identifie le plus avec notre génie. Rien n'est beau que le vrai seul est aimable. Il doit régner partout, et même dans la fable. De toute fiction, la droite fausseté ne tend qu'à faire aux yeux briller la vérité. Sais-tu pourquoi mes vers sont lus dans les provinces, sont recherchés du peuple et reçus chez les princes? Ce n'est pas que leurs sons agréables nombreux soient toujours à l'oreille également heureux, qu'en plus d'un lieu le sens n'y gêne la mesure, et qu'un mot quelquefois n'y brave la césure. Mais c'est qu'en eux le vrai du mensonge vainqueur partout se montre aux yeux et va saisir le cœur, que le bien et le mal y sont prisés au juste, que jamais un faquin n'y teinte un rang auguste, et que mon cœur, toujours conduisant mon esprit, ne dit rien au lecteur qu'à soi-même il n'est dit. Ma pensée au grand jour partout s'offre et s'expose, et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque chose.
L'homme fut bon et franc. Boileau était sensible et nerveux. Le critique abomina la crasse de l'école et l'imbécilité des salons. Le poète fut un artiste, excellent en traits satiriques et aussi un artiste de vers, voire du vers musical. Flaubert, qui s'y connaissait, a dit de lui, qui est un juste hommage, Boileau a su faire ce qu'il a fait. Paul Valéry se plaisait à montrer que ses vers sont construits comme des vers de Baudelaire. Je laisse mes auditeurs juges de mesurer si c'est là un rapprochement plus flatteur pour Baudelaire ou plus avantageux pour Boileau. Dans une série d'émissions consacrées aux témoins de la conscience française, Pierre Cipriot vient de présenter Boileau et l'idéal classique.